C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette question, la Tunisie se dirige-t-elle vers un nouveau système politique? C'est en tout cas ce qui inquiète l'opposition et la société civile après les annonces du président Kais Saied. Hier, des mesures dites d'exception pour renforcer ses pouvoirs au détriment du gouvernement et du Parlement. Les détails dans un instant. Ces débats parlementaires pour la ratification d'un accord sur les compensations proposées par l'Allemagne à la Namibie, des compensations liées au génocide des Herero et des Nama. L'accord prévoit plus d'1 milliard de dollars sous forme de projet de développement sur 30 ans. Pour beaucoup de Namibiens, ce n'est pas assez. Notre envoyé spécial à Windhoek nous en dira plus dans un instant. Et à la fin de cette édition, nous vous parlerons des mines en République démocratique du Congo. Une richesse qui n'a jamais réellement profité au développement du pays. Pourquoi cet échec? Nous poserons la question à Eric Bruland, journaliste belge. Il est l'auteur de Cobalt Blues, une enquête documentée sur un gâchis sans précédent. 10 ans après sa révolution, la Tunisie est-elle à la croisée des chemins? La société civile et l'opposition se disent inquiets après les annonces du président Kais Saied. Il a hier décrété des mesures d'exception pour renforcer ses pouvoirs au détriment de ceux du gouvernement et du Parlement, le Parlement auquel il va de facto se substituer en légiférant par décret. Théa Bazarevic. Un Kais Saied survolté qui promet de prolonger les mesures d'exception. C'était il y a 3 jours, dans le berceau de la révolution tunisienne, Sidi Bouzid. Depuis, le président est passé à l'acte et ses soutiens s'en félicitent. Ce que le président a dit hier m'a rassuré. J'ai une grande confiance en lui et j'espère que notre avenir sera meilleur avec lui. Des Tunisiens pour beaucoup excédés par leur classe politique et qui réclament du changement, même si cela passe par un coup de force présidentiel. Désormais, Kais Saied peut gouverner par décret, remplaçant de facto le Parlement qui reste suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont dorénavant entre ses mains. Un tournant, selon cet analyste politique. Le président est en train de remodeler la scène politique tunisienne. On peut s'attendre à une nouvelle constitution dans les jours et les semaines à venir. Il a annoncé qu'il allait changer la loi électorale. Et le but de ce changement, c'est de réduire le rôle des partis politiques au profit des individualités. Un changement opéré il y a déjà 2 mois lorsque Kais Saied a limogé le Premier ministre et suspendu le Parlement pour s'arroger les quasi-pleins pouvoirs. Certains représentants de la société civile parlent d'un recul clair et net des libertés en Tunisie. Même inquiétude sur les réseaux sociaux. Saied ne fait pas preuve de courage politique en refusant le dialogue, en posant seul les règles, en verrouillant ses décisions et en réfutant toute contestation. Les mesures d'exception édictées par simple décret unilatéral ont opéré un renversement de l'ordre constitutionnel et une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Un nouveau système politique que beaucoup rejettent dans le pays. Ce jeudi, 4 partis tunisiens appellent à mettre fin à ce qu'ils appellent un coup d'État. Pour eux, le président tunisien a perdu sa légitimité. Les réactions politiques à présent. Le chef du Parlement tunisien et du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, a appelé jeudi à la lutte pacifique contre le pouvoir absolu d'un seul homme. Les détails avec notre correspondante à Tunis, Livia Blaise. On a énormément de partis politiques, notamment le parti islamiste Ennahda, qui se sont montrés contre ces mesures. D'autres partis ont parlé d'un retour à la dictature, d'une dérive autoritaire. D'autres partis, eux, ont demandé à ce que cette situation ne dure pas, puisque beaucoup en fait ont dénoncé le fait que le président de la République n'avait pas mis d'échéance finalement à la prolongation de ces mesures. Il a juste donc publié ce décret présidentiel où il réorganise le pouvoir exécutif et législatif, mais sans mettre un délai. Donc beaucoup de critiques actuellement demandent plus de clarté. Il va aussi normalement devoir nommer un chef du gouvernement, puisque c'est mentionné dans ce décret présidentiel qu'il y aura un chef du gouvernement avec un gouvernement, mais qui répondra complètement au président de la République, que ce soit pour sa politique ou pour les décrets-lois. On en vient à ces affaires de trafic de passeports diplomatiques au Sénégal. Après les 2 rappeurs, Simon et Kilifeu, c'est au tour de 2 députés de la majorité d'être cités. Une partie de l'opposition et de l'opinion réclament la levée de leur immunité parlementaire pour les livrer à la justice. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao.
L'affaire fait la une de plusieurs quotidiens locaux ce jeudi. Les deux députés de la majorité présidentielle, protégés par leur immunité parlementaire, n'ont pas pu faire face à la justice alors qu'ils sont cités dans cette affaire de trafic de passeports diplomatiques depuis maintenant plusieurs semaines. Des membres de l'opposition et de la société civile estiment que l'Assemblée nationale devait rapidement se saisir de ce dossier et lever l'immunité parlementaire des députés pour que la justice puisse faire son travail, comme ça a été le cas pour un député de l'opposition en début d'année. L'Assemblée nationale qui s'est prononcée ce mercredi à travers un communiqué informe avoir pris connaissance de ce dossier et a déjà auditionné les deux députés. L'organe parlementaire précise que l'affaire sera débattue lors de l'ouverture de la session unique de l'Assemblée nationale dans 3 semaines. Le Parlement précise cependant que s'il est saisi entre-temps par le ministère de la Justice, il statuera immédiatement sur ce dossier. Il faut dire qu'il y a une semaine, les rappeurs et membres de la société civile, Simo et Kilifeu, ont été auditionnés puis placés sous mandat de dépôt dans une affaire similaire de trafic de passeports diplomatiques et de trafic d'êtres humains. On vous parlait mardi de manifestations devant le Parlement namibien, des rassemblements pour empêcher la ratification d'un accord sur les compensations proposées par l'Allemagne et liées au génocide des Herero et des Nama. Il prévoit 1,3 milliard de dollars sous forme de projet de développement sur 30 ans. Pour beaucoup de Namibiens, ce n'est pas suffisant, comme nous l'explique notre envoyée spéciale à Windhoek, Caroline Dumay. Les débats au Parlement namibien sont houleux depuis 3 jours. Les représentants des communautés affectées par le génocide de 1904 et les partis d'opposition critiquent le projet. Pour certains, la somme allouée, plus d'1 milliard d'euros, est largement insuffisante. Plus de 80% de la population Ova Herero et plus de 50% de la population Nama a été exterminée. D'autres se demandent comment cette somme sera gérée vu le niveau de corruption dans le pays. Et puis pour les plus radicaux, pas question de signer un accord sans avoir été à la table des négociations. C'est le cas notamment des autorités traditionnelles et de la Fondation pour le génocide Ova Herero qui s'était réunie ce week-end à Okahandja. On réclame tout ce qu'on nous a pris. Et ce qu'on nous a pris, ce sont des vaches, nos moyens d'existence, notre terre. La terre que les Allemands nous ont arrachée, ils ne l'ont pas prise dans une valise pour la ramener en Allemagne quand ils sont rentrés. La terre est toujours là et leurs enfants sont installés dessus, mais c'est notre héritage. Tout ce que nous demandons, c'est en fait tout ce qu'on peut nous rendre, comme les crânes et les squelettes de notre peuple, qui sont dans les musées en Europe. Techniquement, les députés du parti au pouvoir peuvent ratifier ce projet n'importe quand, car ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Mais il semble que le gouvernement ait décidé de laisser s'exprimer tout le monde. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les deux chefs d'État se sont expliqués après la crise provoquée par la rupture du contrat sur les sous-marins australiens. Pour apaiser les tensions, Washington s'est engagé à ce que les États-Unis renforcent leur appui aux opérations antiterroristes dans le Sahel. Cette avancée en Côte d'Ivoire, le gouvernement a concédé à une des demandes des associations féministes montées au créneau après le scandale sur la NCI. Pour rappel, cette chaîne de télévision avait demandé à un violeur repenti de reconstituer son crime avec un mannequin. Selon le ministre de la Communication, le certificat médical qui revient à 50 000 francs CFA, soit à 75 €, n'est plus obligatoire pour pouvoir porter plainte pour viol. Ce nouveau procès lié au génocide des Tutsis qui se profile à Paris, un ex-gendarme rwandais âgé de 65 ans et détenu depuis 2 ans et demi, naturalisé français en 2005, a été renvoyé devant les assises pour génocide et crimes contre l'humanité. Même Dieu ne comprend pas pourquoi nous sommes pauvres. Cette phrase a été prononcée par le pasteur François-David Ekofo en 2018. Il parlait de son pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi ce pays si riche en ressources est-il si pauvre? La question est régulièrement posée. Ce n'est pas une fatalité ou une malédiction. Il y a de vraies raisons et pour les comprendre, il faut revenir en arrière. C'est ce qu'a fait d'ailleurs dans son livre Éric Bruyland, journaliste belge, dans son livre Cobalt Blues. Il est notre invité ce soir. Bonsoir Éric Bruyland. Bonsoir. Alors tout d'abord, pourquoi ce titre Cobalt Blues? Cobalt Blues, ça indique un désenchantement. On aurait peut-être dû appeler ce livre Cobalt Valley, en référence à la Silicon Valley de Californie. Ça peut paraître présomptueux, mais quand on sait que le monde entier a besoin
de ces minéraux stratégiques qui se trouvent dans la ceinture du cuivre du Congo, ça aurait été plutôt normal, après 60 ans d'indépendance, qu'il y aurait là une industrie métallurgique, qu'il y aurait là des usines de transformation, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, on se retrouve avec des creuseurs, donc une forme d'esclavage, en fait, des jeunes gens qui, avec des moyens très primitifs, vont essayer de trouver le cobalt dont nous n'avons besoin pour tous nos appareils, nos téléphones intelligents, pour notre transition écologique et énergétique. Et voilà, comment se fait-il qu'après 6 décennies, on en est arrivé dans cette situation-là? Alors justement, en lisant votre livre, on comprend très vite que tous les ingrédients étaient réunis dès l'indépendance du pays pour que le pays ne profite jamais de ses richesses pour se développer. Oui, c'est exact. Donc j'accuse, bien entendu, je pointe aussi la responsabilité de l'ancien colonisateur, la Belgique. C'est une évidence que la Belgique a tout fait pour empêcher que la transition ou le transfert de ces richesses de l'ancienne Union minière du Haut-Katanga, qui est devenue la Gécamine, se fasse d'une façon équitable. C'est une évidence. Mais voilà, entre-temps, on est quand même 6 décennies plus loin et on aurait pu rectifier le tir. Du moins, le Congo est quand même un État souverain et indépendant. On aurait pu croire que les dirigeants auraient rectifié le tir, comme on le voit dans d'autres pays, plus spécifiquement en Asie. Hein, disons, voyons l'exemple de l'Indonésie, qui est très comparable du point de vue géographique et de son histoire même avec le Congo. Eh bien, tandis que Freeport-McMoRan a quitté la multinationale américaine, a quitté le Congo à cause des circonstances de corruption, etc., elle est restée en Indonésie, où même après que le gouvernement de Jakarta a exigé une renégociation en profondeur des accords miniers, Freeport-McMoRan est toujours en Indonésie. Alors vous dites justement que cette période post-coloniale est bien pire que la période coloniale et vous parlez d'esclavage lorsque vous évoquez, vous l'avez fait avec nous il y a quelques instants, d'exploitation des mines en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas dire qu'elle est pire que sous l'époque coloniale. Je condamne du point de vue de la dignité humaine la colonisation, mais la colonisation, c'est un fait historique. Ça se passe, ça se passe depuis tous les temps, dans toutes les cultures. Il y a même Mais vous pointez du doigt, pardonnez-moi, vous pointez du doigt les anciennes puissances coloniales, notamment la Belgique, et ses agissements aussi après la colonisation. C'est ce que j'entendais par ma question. Oui, bien entendu. Par exemple, Mobutu, à l'époque, avant de nationaliser la Gécamine, l'Union minière du Haut-Katanga qui exploitait les mines gigantesques au Katanga, il avait proposé de faire une société mixte belgo-congolaise. Mais l'arrogance des Belges, ils ont refusé. Bon, imaginez qu'on aurait eu cette société mixte belgo-congolaise qui peut-être en ce moment serait une multinationale euro-africaine, pour exploiter les richesses stratégiques de la ceinture du cuivre dont le monde entier et surtout l'Europe aura besoin pour sa transition écologique, tandis que maintenant, nous sommes complètement dépendants de la Chine. Alors j'aimerais vous faire réagir sur l'actualité. Une ONG congolaise a publié un rapport hier affirmant que l'État serait largement perdant sur des contrats chinois datant de 2008 qui avaient été présentés comme contrat du siècle. Pour rappel, ce consortium d'entreprises chinoises avait accordé 6 milliards de dollars de prêts au pays et bénéficié d'un accès privilégié à ses ressources minières. Quelle est votre réaction ? Il faut d'abord rendre hommage à ces ONG dans la ceinture du cuivre, parce que non seulement elles ont fait du bon travail déjà depuis 25 ans, aussi bien les cadres de la Gécamine que les ingénieurs de la Gécamine, que toute la société civile s'est opposée à tous ces accords léonins qui ont été signés par les dirigeants du pays ces dernières décennies.
Entre autres, donc aussi, ils ont critiqué, ils ont examiné ces accords, soi-disant accords du siècle avec la Chine, dans laquelle le Congo s'est fait berner comme il s'est fait berner dans toutes les autres privatisations à la sauvage, qui ont été menées sans connaissance de cause, sans expertise, par un petit groupe de dirigeants entourant la présidence. Et voilà, l'objectif n'était pas l'intérêt général du Congo. On aurait pu construire autre chose, que ces richesses, les bénéfices de ces richesses aboutissent dans un fonds souverain qui aurait pu se concentrer sur le développement économique du pays. Mais non, au lieu de cela, tous ces bénéfices partent dans des sociétés peu transparentes et il y a très peu qui restent dans le pays. Merci beaucoup Éric Brieland d'avoir accepté notre interview. Vous êtes l'auteur du titre Cobalt Blues, un livre que je vous recommande. Merci beaucoup. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.